du haut de ses 14 ans, et pour la 25e conférence que j'introduis aujourd'hui, Fenêtre sur Chine a prévu une soirée d'exception qui se prolongera pour l'occasion par une petite réception autour d'un verre de l'amitié. Ce soir, Fenêtre sur Chine veut rendre hommage à un homme, ou plutôt à un parcours, une mission, que dis-je, une personnalité illustre de la communauté francophone, du monde de la presse, des journalistes étrangers résidant en Chine et même du cercle des spécialistes de la Chine. Beaucoup d'entre vous ici ce soir le connaissent. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous le lisez peut-être toutes les semaines, où vous avez lu certains de ses ouvrages, ou peut-être alors allez-vous simplement pour la première fois faire sa connaissance maintenant. Je vous propose d'accueillir ce soir et de l'applaudir chaleureusement avec moi, Éric Meyer. Éric, que je remercie pour sa fidélité à Fenêtre sur Chine, tant pour sa qualité d'auditeur permanent que pour celle d'intervenant. C'est son 4e passage à Fenêtre sur Chine, et celui-ci a un goût bien prononcé, car il vient marquer publiquement un tournant de sa vie. Personnellement, je veux aussi profiter de cet événement pour saluer l'ami cher que tu es devenu, pour moi-même et pour bien d'autres aussi, qu'ils soient présents ou absents ce soir. Normalement, Fenêtre sur Chine, ce sont des soirées thématiques. Ce soir, pas de thème. C'est le livre vivant de 32 ans de vie en Chine qui va s'ouvrir devant nous et dont la page de l'épilogue peut s'écrire ici pour notre plus grand plaisir, car comme d'autres, Éric Meyer a choisi dans les prochains mois de poursuivre sa route vers un nouveau port d'attache, la France, sa mère patrie. 32 ans, plus d'un tiers de vie et pas n'importe quel tiers. Par analogie avec Caroline Puel, qui a écrit « Les 30 ans qui ont changé la Chine », ce soir on pourrait peut-être dire « Les 32 ans qui ont forgé et peut-être changé Éric ». En tous les cas, c'est sûr, les 30 ans qui auront fait bouger, enrichi, aiguiser sa perception de l'Empire du Milieu. 32 ans qu'Éric veille, observe, écoute, scrute, questionne, sent et ressent, comprend, analyse et partage avec beaucoup d'habileté et de subtilité les rouages, les coulisses et les réalités de cette Chine qui ne cesse de nous interpeller et où l'accès à l'information est difficile, voire censuré. Alors avant de te donner la parole, je voudrais dire quelques mots sur toi. Tu es journaliste, écrivain, je rajouterai chroniqueur, voire conteur, car je fais ici référence pour les connaisseurs à la rubrique Petit peuple du nom de la Chine. J'ai choisi pour te présenter des chiffres et des lettres. Commençons par les chiffres. 1987, ton arrivée à Pékin. 1989, un printemps que tu n'es pas prêt d'oublier, et une fin de mois de juin comblée et en paix à Hong Kong, où naîtra ton fils Jérémy. 1991, une entrée dans l'automne marquée par l'arrivée d'un autre trésor, ta fille Héloïse, née à Pékin. 1996, le lancement de la newsletter hebdomadaire indépendante Le Vent de la Chine, devenue la référence francophone en Chine pour décrypter toute l'actualité politique, économique et sociale. 9, qui correspond à 9 livres déjà publiés, dont certains seront en vente après l'intervention d'Éric, plus 2, car 2 autres sont en cours, et cette fois-ci, ce seront 2 bandes dessinées. Finissons par les lettres. F. F comme... ou bien non. F comme femme. Car, comme dit l'adage, derrière chaque grand homme se cache une femme. Pour toi, c'est 2. Il y a l'amour de ta vie, B, comme Brigitte, ton bras droit indéfectible, et J, comme Jeanne, une coéquipière hors pair depuis 2011. S, comme souvenir. Ils sont tellement nombreux que l'écriture est un moyen de ne pas oublier. Et encore S pour Strars, car celui-là fait aussi un très marquant souvenir quand tu as vu en 2005 Pékin se vider comme jamais. Et enfin, T comme trophée, car tu as remporté en décembre dernier, souvenez-vous,
Éric fut le lauréat du prix du public des trophées des Français d'Asie organisé par le petitjournal.com. Quelle belle reconnaissance de toutes ces années de courage et de partage. Alors profitons-en, nous aussi, encore un peu ce soir. À toi Éric, entre hier et aujourd'hui, nous t'écoutons. Merci à tous d'être là ce soir. Ça me droit au cœur. Tout d'abord, merci Anne-Sophie de me donner la parole ce soir. Préparer cette conférence a été un exercice émouvant pour moi, car aujourd'hui, je ne vais pas parler des choses qui sont si confortables à faire et que je fais toujours avec plaisir et presque routine, à savoir la politique ou l'économie chinoise, mais je vais vous parler de mes 32 ans de vie en Chine, avec Brigitte, avec nos enfants, avec nos amis chinois et nos amis expatriés. Ce beau pays que nous avons adopté et qui nous a accueillis. Mais comment résumer 32 ans de vie en 45 minutes? C'est une mission évidemment impossible, mais c'est en même temps une mission joyeuse. L'esprit du temps chinois m'a façonné et je veux à présent vous le transmettre, quoique chacun d'entre vous le connaissiez déjà à votre manière. Cet esprit chinois qui est la magie de ce pays s'appelle en général la Huoli, l'énergie vitale. Voici, donc je suis arrivé en Chine en 1987, où je suis parti de Bruxelles, où j'étais depuis 10 années correspondant devant l'Union européenne. Pourquoi cela? Eh bien, 2 ans plus tôt, en 85, la commission de Bruxelles avait organisé un petit voyage pour des jeunes journalistes vers l'Asie, vers Bangkok, en Thaïlande. Et ce voyage a été tellement extraordinaire, formateur, brûlant, ça nous a démolis et reconstruits en quelques jours sur ces 10 journalistes jeunes qui partaient. Il y avait des Irlandais, Anglais, Allemands, Français. Et bien, 2 ans plus tard, il y en avait 9 qui étaient en Asie. Il y en avait à New Delhi, il y en avait à Tokyo, il y en avait à Hong Kong, à Pékin, à Manille. Nous étions tous tirés par la magie de cette Asie encore inconnue et nous voulions fuir le conventionnel de la sécurité de la vie rangée européenne. Et donc moi j'ai choisi la Chine un peu pour cette raison-là. Et la Chine à l'époque, en 87, est un trou noir. Personne ne sait ce que c'est que la Chine. On connaît Mao, on connaît les gardes rouges, on avait fait des chansons, tu sais, vous vous souvenez, Nino Ferrer, c'est moi que je suis pour Mao contre lui, aussi, mais à part ça, ça n'est rien. J'avais fait mes études axées sur, en gros, la culture européenne, donc chrétienne et latine, au départ. Et à l'époque, on disait en France, et c'était un petit slogan que tout le monde avait, il disait « Je ne veux pas mourir idiot ». Et pour moi, ne pas mourir idiot, ça voulait dire découvrir la face cachée de la Terre. La face cachée de la Terre, c'était, si nous on était l'Occident chrétien, eh bien, il y avait une Asie qui était confucéenne et chinoise. Et je voulais la découvrir. Voilà. C'était donc en quelque sorte les 2 pôles de la Terre, et contrairement au pôle géographique, les pôles humains, ils n'étaient pas au nord et au sud, pas de pôle nord et pas de pôle sud, ils étaient à l'est et à l'ouest. Et si on avait les 2, on aurait eu une culture complète. Voilà. Je savais que c'était un pays moins délicat, un pays où tout était à faire, où ce serait beaucoup moins facile qu'ailleurs. J'aurais pu aller au Japon, par exemple, qui était un pays quand même beaucoup plus policé. Mais non, je voulais le déracinement complet, brutal, sans nuance, et me jeter dans un pays où tout devait être recréé et tout devait être à faire. Donc, je suis arrivé à Hong Kong et j'ai commencé par acheter un petit ordinateur de marque Bondwell, une compagnie qui a maintenant disparu et qui avait pour particularité étrange de ne pas avoir des disques durs. Parce qu'à l'époque, les disques durs, ça n'existait pas encore trop, c'était trop cher ou quoi. Donc
on le chargeait chaque fois avec des disquettes souples, y compris le programme d'exploitation. Et il y avait un petit écran de 3 cm où trois lignes s'imprimaient en fer luminescent qui devait être très mauvais pour les yeux. Mais c'était déjà un ordinateur et il pouvait exporter son matériel, il pouvait passer par Internet ensuite, c'était ce qu'on lui demandait, quoi. Voilà. Je suis passé de Hong Kong à Canton en bateau de nuit. J'ai passé toute la nuit dans ma cabine à discuter avec un Chinois. Comment ça, en chinois? J'avais 500 caractères et je n'avais jamais parlé chinois de ma vie. Ça devait être un échec glorieux, d'autant qu'il y avait une bouteille d'alcool détaxé que le Chinois avait acheté, de cognac qu'on a bu dans la nuit. Et le lendemain, en arrivant, il m'a dit, viens, on va prendre un petit déjeuner ensemble, j'ai une adresse. Et puis on arrive sur la passerelle, on arrive sur le quai, et je dis, non, j'ai oublié mon portefeuille et mon money belt sous l'oreiller. Je suis reparti en courant, en plantant mon ami sur place, j'ai récupéré mes affaires, voilà. Mais bref, tout ça pour vous parler d'une arrivée en Chine qui était une arrivée sous la panique, l'effervescence, la magie était là dès la première seconde. Et on était sur une autre planète déjà. Donc arrivé à l'aéroport de Canton, achat du billet dans une petite guérite derrière un fonctionnaire revêche, on montre son passeport, on doit remplir une fiche, il vérifie le visa et puis me vend un billet. Et donc je suis embarqué sur un avion Tupolev 76, je crois, dont je me souviens très bien qu'il crachait de la vapeur bleue à la hauteur des têtes. C'était la clim, et on arrive là-dedans dans Pékin, qui est un tout petit aéroport, plus petit à l'époque que celui de Bordeaux, même à l'époque, peut-être en international 3 avions par jour, et en national 10 avions par jour, c'était vraiment service minimum. Et puis par exemple, la piste de l'aéroport, alors qu'on était encore en train de rouler, taxi, et il y avait des gens qui taxiing sur la piste d'arrivée, il y avait des gens qui traversaient la piste d'atterrissage à vélo. Ça m'avait beaucoup frappé. Ensuite, taxi dans une voiture de marque Shanghai, qui est un clone de la voiture russe Moskvitch, très mal suspendue, sur une route toute étroite, qu'on connaît, qui existe encore, la vieille route de l'aéroport, bordée de ginkgo, une route toute étroite, mais il n'y avait aucun embouteillage. On était les seuls sur la route. Et j'étais accueilli donc chez un vieux copain de Bruxelles, Jasper, un de ceux qui, 2 ans plus tôt, avait été avec moi dans ce voyage séminal, et qui m'a accueilli généreusement pendant quelques semaines. Puis, tout ça, c'est une journée qui est extrêmement longue. Mais je vous la raconte un peu en détail parce que cette journée résume presque à elle seule mes 32 ans de vie. Je suis passé le jour même à l'ambassade de Belgique, puisque j'arrivais de Bruxelles et que je serais le correspondant du journal Le Soir de Bruxelles. Et là, j'ai été accueilli à bras ouverts par des gens qui ne savaient pas qui j'étais ni d'où je venais, mais très fraternels. Le ministre plénipotentiaire, les plénipotentiaires, les jeunes conseillers, etc. Ils m'ont dit, mais vous savez, il y a une fois, il y a ce soir un barbecue dans les jardins de l'ambassade, venez donc. Et donc je suis reparti chez moi, chez mon copain pour me préparer. Et le soir même, j'étais à ce barbecue où j'ai bavardé la moitié de la nuit tout en buvant de bière avec des gens qui sont devenus de très grands amis pour les années à venir. J'ai donc découvert la solidarité des expatriés au bout du monde de version belge. Et c'était un peu comme un remplacement de la famille et des amis qui m'étaient brutalement coupés par ma propre décision. Et d'un seul coup, j'avais un ersatz, un substitut immédiat d'amitié et de chaleur au bout du monde. Voilà, grâce notamment à nos amis belges. Alors je vais vous parler maintenant quelques mots sur la ville de Pékin, telle que je la vois à l'époque. Les rues sont grises. Elles sont pas désertes. À 5 h du soir, c'est plein de gens, mais la nuit, c'est complètement désert, ça ne bouge plus. Pas une seule publicité, très peu d'éclairage. Vous avez les
des ruelles qu'on appelle Hutong, qui étaient d'autrefois des petits palais, des sœurs-réennes, des cours carrés. Mais ces cours carrés ont tous été redécoupés, redivisés par la Révolution. On a mis 8 familles par cours carré. On a occupé le jardin intérieur aussi. On a mis des latrines, on a mis des fils de fer pour pendre le linge. Donc ça se passe, c'est assez prolétaire, mais ça a un charme très net. Les immeubles ont dans les cages d'escalier des vélos cadenassés et des empilades de briquettes de charbon, ou bien, selon les saisons, aussi des empilades de choux chinois allongés. Et j'étais la semaine dernière dans un bâtiment moderne, mais de ce type de population. J'ai été charmé de voir que les vélos étaient toujours là, l'année dernière, bien enchaînés dans un série marche d'escalier, dans le sens de la montée, donc on ne les leur vole pas. Brigitte et moi-même, quand nous nous déplaçons en vélo à l'époque de location, nous risquons de nous perdre dans l'océan des vélos. À 5 heures du soir, on trouvait parmi des dizaines de milliers de vélos qui vont tous dans le même sens, et vous entendez ce bruit. Personne ne parle, personne ne chante, mais vous entendez le bruit de la gomme, des pneus sur l'asphalte. Et comme reproduit par des dizaines de milliers, ça fait un véritable concert assez étrange. Et on ne s'est jamais perdu, quoi qu'on aurait pu le faire très facilement, mais on s'est donné le mot que chaque fois qu'on ne se verrait plus, eh bien, on revient au dernier endroit où on se souvient d'avoir été ensemble. Et comme ça, on s'est toujours retrouvés. Voilà. Les cyclistes étaient des travailleurs en bleu de travail, en tenue kaki ou grise, style la tenue, le col Mao, ou encore oui, des bleus de travail. Ce sont des vareuses, des vestes sans grand style. Je remarque qu'il n'y a aucune tentative de charme. Les femmes n'essayent pas de se distinguer, de se différencier des hommes. Il n'y a pas non plus chez les hommes de regard en coin. C'est comme un monde sans sexe, où seul existent chez les êtres asexués les tâches du jour. Voilà. Je pense enfin à Roland Barthes, qui a écrit un livre, L'Empire des signes, qu'il a dédié au Japon. Et il a dit dans ce livre, si je devais recréer le personnage de Robinson Crusoe, je ne le placerais pas dans une île déserte, mais plutôt dans une grande ville d'Asie dont cette personne perdue ne reconnaîtrait ni les sons de voix, ni les signes. Et j'ai trouvé ce titre tellement approprié à ce que je vivais à l'époque que j'ai dédié un de mes livres qui s'appelle Robinson APK à la citation de Roland Barthes. Donc, à peine je suis arrivé, je vais me noyer voluptueusement dans le travail. À peine quelques semaines après mon arrivée, il y a le 13e congrès du parti qui a lieu tous les 5 ans. Zhao Ziyang, le premier secrétaire, est superstar. Et il donne, à l'issue de ce congrès, l'impression d'un triomphe de la réforme et d'une Chine qui va à toute vitesse, tout droit vers la social-démocratie, la liberté, des réformes. Nous voyons aussi des personnages hauts en couleur, comme les premiers nouveaux millionnaires, qui ne sont pas encore milliardaires, mais qui vont le devenir, et qui n'arrêtent pas de parler aux journalistes pour expliquer que le parti est très bon, très sage, très gentil, et qu'eux-mêmes sont au service du peuple et du parti. Nous voyons aussi des paysans venus de très loin pour expliquer les problèmes de leur région, y compris des paysans d'une minorité nationale, du Sichuan-Bala, dans le Yunnan. Et ces gens ont 4 jours à faire à dos d'éléphant à travers la jungle pour arriver à la prochaine route à partir de laquelle ils pourront prendre des bus ou des trains pour arriver jusqu'au congrès du parti. Donc beaucoup de couleurs. Vous voyez la photo Zhao Ziyang devant vous, un homme qui va avoir une fin de vie plutôt tragique, compliquée.
Et là, il y a une véritable complicité qui n'est pas, c'est pas une photo retouchée ou idéologique. Il y a des journalistes étrangers, donc au premier plan, vous avez Barbara Alighiero, qui était la correspondante de l'agence italienne ANSA. Et cet homme n'est pas séparé des journalistes par des hommes de sécurité ou par des murets de protection, par des feuilles de verre ou pas, comme aujourd'hui. Mais il y a un véritable plaisir d'être ensemble et une forme de confiance. Cette confiance ressemble à la manière dont l'Europe voit la Chine de l'époque et où les leaders de l'époque qui sont réformateurs voient leur avenir. Et tout le monde se trompe, tout le monde a tort. Notez que, comme souvent en Chine, l'image politique ne reflète pas le rapport de force réel. Par devant, vous avez la réforme superstar et par derrière, le lobby conservateur très fort. Et en fait, depuis l'ombre, il est prêt à renverser les réformateurs. Et dans 2 ans, la réforme aura disparu et à ce jour sans revenir. Et donc, peut-être, en tout cas du point de vue des conservateurs, il est disparu pour toujours. J'écris à cette époque énormément. Reportages, billets radio, papier d'actu, interviews. Je prends les avions pour Shanghai, pour Canton, pour Wuhan. Je fais les voyages du ministère des Affaires étrangères. Je sors le soir et je me perds dans les quartiers. Je bavarde avec des inconnus. C'est l'immersion, le choc. Tous les soirs, après avoir écrit mes articles sur mon petit ordinateur et les avoir imprimés avec la petite imprimante que j'ai apportée avec, de Hong Kong, je pars à vélo pour l'hôtel Tianguo, qui est à 2 km de chez moi, ou bien l'hôtel Kunlun, pour passer mes articles par fax, qui est encore très rare, il y a 2-3 machines fax à travers tout le Pékin, ou bien pour les retaper sur le telex de l'hôtel. C'est donc une époque héroïque. Nous sommes encore une poignée d'Occidentaux, des grains de sable au milieu de l'océan chinois. Alors, le printemps de Pékin, à partir du 15 avril 89, c'est l'explosion de la jeunesse qui dénonce la mort de l'ex-secrétaire du parti, Hu Yaobang. Hu Yaobang était le concepteur, un petit peu le Jacques Attali chinois, le concepteur de toutes les idées modernes de ce pays, de toutes les réformes. Et il a été chassé à partir de fin 86 du poste central qu'il avait au sein du gouvernement par les conservateurs. Et donc la jeunesse va pleurer sa mort, demander des comptes au gouvernement et réclamer la poursuite de la réforme. Vous avez un signe annonciateur qui est le poster que je vous mets à gauche de cette image. C'est une exposition avant-garde qui a lieu du 3 au 19 février 89, et à peu près tout dans cette exposition est une provocation. Vous avez une artiste qui a fait venir, qui a reconstitué une cabine téléphonique britannique en Angleterre à l'ancienne, toute rouge, là vous savez, et en ouvrant l'exposition, elle rentre elle va dans la cabine où elle a installé un personnage en papier et elle tire avec une balle à travers la cabine pour dire que la communication et les libertés d'opinion sont fusillées par des gens qui ont le fusil. Évidemment, elle veut parler du pouvoir, de la sécurité publique. C'est une provocation effrayante et que personne ne ferait plus aujourd'hui. Suite à cette provocation, l'expo sera d'ailleurs fermée au bout de 3 jours. Le gouvernement a fermé l'expo. Je faisais partie de cette exposition. Le sens du panneau de la décoration, le poster de l'exposition est très clair. Il n'est pas joli du tout, mais il faut être efficace. C'est le panneau de sens de la route, défense de faire demi-tour. Autrement dit, la jeunesse intellectuelle est très au courant du risque qui se passe en ce moment et de la lutte effrénée qui se passe au sommet du pouvoir entre les vieux conservateurs et qui veulent garder leurs privilèges, qui veulent
sauvegarder la ligne dure et ceux qui veulent faire lentement un genre de social-démocratie à la Scandinave. Voilà. Donc vous avez cette marche, bientôt il y aura des marches jusqu'à 1 à 2 millions de gens dans les rues, 2 millions plusieurs fois. Et l'ambiance est d'une immense générosité. Je suis présent dans toutes ces marches. J'interviewe les gens, je les écoute, je note sur mes petits carnets, je fais tous mes articles avec ce matériau, ces opinions, cette ambiance. L'ambiance est d'une très grande générosité. C'est celle d'un peuple qui veut prouver sa maturité, qui veut dire nous ne sommes pas des enfants, nous sommes adultes et nous savons bien nous comporter. Il veut prouver au gouvernement que si le gouvernement leur laisse la liberté de faire ces marches, eh bien, il n'aura pas de raison de se plaindre de cela. Des petits commerçants, par exemple, qui vendent des choses dans leur petite boutique au bord de la route, ils vont donner des caisses de soda gratuitement aux étudiants pour se désaltérer parce qu'il commence à faire chaud. Un homme qui a porté quelque chose, je ne me rappelle plus quoi, mais il a porté quelque chose vers toute la ville, il a confié sa veste à quelqu'un. Et le quelqu'un ne peut plus jamais le retrouver. Et ce quelqu'un va fouiller dans la veste et il trouve les papiers d'identité de ce gars qui habite à 15-20 km et il redémarre à pied dans l'autre sens pour retraverser toute la ville pour rendre la veste chez cette personne là où il est. Tout ça sont des comportements qui ne sont pas très naturels en Chine, mais cette Chine est survoltée et elle a pris un défi de montrer qu'elle est à la hauteur de maturité civique, en quelque sorte. Donc ceci sera le thème de mon premier livre sur la Chine, qui vient d'être réédité aux éditions Actes Sud. Le printemps de Pékin, c'est aussi une ambiance qui est tout à fait rarissime et inimitable, bouleversante. J'appellerais ça un délire collectif, au sens où tout le monde, en même temps, d'heure en heure, va vivre des émotions du même type, mais qui changent, et qui changent fort et vite. On passe du bonheur à l'angoisse, de l'espoir au désespoir. On est dans la précarité. L'État, par exemple, le gouvernement a coupé l'eau sur la place Tiananmen dans l'espoir de décourager les gens de rester. Ils boiront plus d'eau, mais ils ne s'en donnent pas. Donc il y a cette ambiance très étrange. Un souvenir personnel. Un jour de mai, un professeur chinois de journalisme m'a demandé de donner une conférence à ses étudiants sur la liberté de presse en France. Comment ça s'est passé au XIXe siècle, donc Paul-Louis Courrier, Théophraste Renaudot, tout ça, l'histoire du journalisme et comment est-ce que le journalisme a conquis sa liberté de parole face à un gouvernement qui ne lui a pas donné ce pouvoir tout de suite en disant mais commandons, mais allez-y, il y a eu de la bataille. Donc je fais ma conférence et quand j'ai terminé de parler, le professeur qui me remerciait tout le monde et qui me dit bon, maintenant je m'en vais. Vous faites ce que vous voulez et je n'en suis pas responsable. Sur ce, il nous fait un grand clin d'œil et il s'en va. Et à ce moment-là, je dis aux étudiants, je leur dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoutez, j'ai ma voiture qui est assez grande, là, vous voulez? On va tous ensemble placer la main. Et on l'a fait. Ils étaient 17. Ma voiture était une camionnette 4x4. On s'est retrouvés avec 17 étudiants empilés dans ma voiture. Arrivés place Tiananmen, on s'est dispersé très rapidement parce qu'il y avait tellement de choses à voir, à écouter. Et il valait mieux qu'on ne fasse pas un petit groupe entre nous, ça aurait attiré l'attention sur nous. Et je n'ai jamais oublié ce professeur qui était à la fois très courageux et très prudent, qui avait de l'expérience, et ses étudiants qui étaient magnifiques aussi. 1989-91, 3 années de répression terrible et de repli sur soi sont des années sombres où nous vivons repliés sur nous-mêmes.
la plupart des étrangers sont partis pour des raisons de